Je suis heureux de vous retrouver pour cette quatrième et dernière séance entre nous sur ce thème que j'ai intitulé « Analyse critique des politiques européennes ». Vous en avez entendu trois pour... Donc vous avez vu les raisons du titre, « Analyse et critique ». Aujourd'hui, je vais vous parler de la politique budgétaire et essayer de conclure aussi avec vous, parce que s'il y a bien un domaine où il n'y a pas de vérité révélée, c'est bien l'Union européenne. Donc j'aurai aussi besoin, en conclusion, de vos lumières. Voilà. Alors, je vais faire comme à chaque fois, je fais un petit rappel des trois séances que nous avons eues précédemment pour se remettre dans l'ambiance européenne. La première séance, c'était une mise en perspective. Double mise en perspective historique et économique. Donc, quelques petits points essentiels à retenir. D'abord, le traité fondateur, traité de Rome, 1957, traité de Rome, traité fondateur à double titre, architecture institutionnelle et orientation économique déjà bien affirmée. Donc l'architecture, parce que ça c'est fondamental, c'est les pieds sur lesquels repose l'Union européenne, puisque cette architecture, comme je vous l'ai déjà dit, a peu évolué au cours du temps. Ce sont les rapports de pouvoir entre les institutions qui ont évolué, mais l'architecture est restée à peu près identique. Donc il y a le Conseil des ministres, au départ, qui a été en 1974 prolongé par le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, donc qui détient l'essentiel du pouvoir et qui représente l'intérêt des États membres. Ensuite, vous avez la Commission européenne qui formule des propositions, elle propose le budget, elle met en œuvre les décisions. Le Conseil des ministres, le Conseil européen représente l'intérêt des États membres, la Commission représente l'intérêt communautaire. Elle est formée d'experts, c'est-à-dire de gens non élus, mais depuis le traité de Lisbonne, le président de la Commission européenne, donc depuis 2009, le président de la Commission européenne est élu par le Parlement européen. Donc le nouveau Parlement européen qui sera élu élira le président de la Commission européenne, et ensuite c'est en discussion à l'intérieur de la Commission avec le Conseil européen pour déterminer les membres. Donc la Commission, très important. Troisième élément, l'Assemblée parlementaire. Dans le traité de Rome, ça s'appelait l'Assemblée parlementaire. Maintenant, ça s'appelle le Parlement européen. L'Assemblée parlementaire du traité de Rome n'était pas élue au suffrage universel. Depuis 1979, elle est élue au suffrage universel, et les pouvoirs de cette Assemblée se sont considérablement renforcés au cours du temps, au cours des différents traités, etc., puisque le Parlement européen, donc c'est pas anodin quand même de l'élire, il a un pouvoir de codécision avec le Conseil européen, dans quasiment tous les domaines, sauf 4, que je vous répète, où la décision doit être prise à l'unanimité. C'est les questions de sécurité et défense, les questions d'éducation culture, les questions fiscales et les questions sociales. Et enfin, dernière institution, c'est la Cour de justice de l'Union européenne, donc qui homogénéise l'application du traité, l'application du droit plus largement que les traités sur l'ensemble de l'Union européenne, et sachant que dès le début, la Cour de justice de l'Union européenne a affirmé, et les États se sont progressivement ralliés à cette décision, la primauté du droit européen sur les droits nationaux.
Donc ça, c'est l'architecture institutionnelle du traité de Rome. Le traité de Rome, il donne aussi des objectifs, et il donne essentiellement des objectifs économiques, puisque c'est un peu... L'Union européenne s'est construite, j'avais expliqué ça la première séance, je n'y reviens pas là, s'est construite d'abord sur le plan économique, en espérant que le politique allait suivre. Donc il donne des objectifs ambitieux. Ce traité de Rome, c'est la réalisation d'une union douanière à l'échéance de 12 ans. Donc je rappelle, une union douanière, c'est non seulement un marché commun, le marché commun, c'est l'abolition des droits de douane entre les États. L'union douanière, c'est non seulement l'abolition des droits de douane entre les États, mais c'est aussi des droits de douane communs vis-à-vis des non-membres de l'Union européenne. Donc une politique douanière commune. Et il affirme aussi, ce traité de Rome, la mise en œuvre de politiques communes. Donc il affirme pas seulement l'idée d'un marché, mais aussi des politiques communes, et ça va se concrétiser très rapidement, puisque dans les années 60, dès le début des années 60, on va mettre en œuvre la politique agricole commune, et dans le début des années 70, on mettra en œuvre la politique régionale, d'où résultent ces fameux fonds structurels, c'est-à-dire, politique régionale, c'est l'idée d'homogénéiser les évolutions à l'intérieur de l'Europe, hein, de faire en sorte que les régions en retard puissent le rattraper assez rapidement. Donc ça, c'est le traité de Rome. Hein, c'est un point d'ancrage essentiel. Ensuite, dans les dates importantes, il y a la création d'un système monétaire européen en 1979, c'est-à-dire une gestion commune des parités entre les monnaies de l'Union européenne, gestion commune avec la participation, la coopération des banques centrales. Donc, bon, si vous voulez, l'idée c'était de rapprocher la gestion des monnaies, et à cette époque-là, on n'évoquait pas encore la perspective d'une monnaie commune. Troisième date importante, là, dans ce tout petit retour en arrière, hein, c'est le traité de l'acte unique. Traité de l'acte unique 1986, donc qui fonde le marché unique. Donc ça va au-delà du marché commun et de l'union douanière. Le marché unique, c'est non seulement la fin des barrières douanières, c'est-à-dire des droits de douane, mais c'est aussi la fin des barrières non douanières, non tarifaires, c'est-à-dire toutes les questions de normes, techniques, sanitaires, de protection des consommateurs, tout ce qui fait qu'un bien pourra circuler librement dans l'Union européenne sans qu'il y ait de contrôle systématique aux frontières. Mais le marché unique, c'est pas seulement ça, c'est aussi l'ouverture des marchés publics, la libre circulation des capitaux, etc. Mais dans ce traité de l'acte unique, il n'y a pas de nouvelles politiques communes. Et ça, c'est un changement d'orientation qui est lié, changement d'orientation par rapport au traité de Rome, qui est lié au changement de cadre économique des années 80. Arrivée de Thatcher et Reagan au pouvoir, c'est libération des mouvements de capitaux, libéralisation financière, etc. Et donc, le traité de l'acte unique, je l'ai dit, c'est un tournant vers une Europe concurrentielle et marchande. Dans les autres dates importantes, bien sûr, il y a le traité de l'Union européenne, dit traité de Maastricht, 1992. C'est le traité fondateur de la zone euro. Donc, si vous voulez, vous aviez le système monétaire européen, qui fonctionnait depuis 1979, mais on était très loin de l'idée, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, d'une monnaie commune. C'est simplement l'accélération de l'histoire pour des phénomènes totalement extra-économiques qui va amener à constituer cette zone euro. C'est la chute du mur de Berlin, puis la réunification allemande qui pose, bien sûr, qui pose des problèmes importants aux partenaires de l'Allemagne, puisque l'Allemagne réunifiée, ça va peser d'un autre poids que l'Allemagne de l'Ouest précédente. Donc on va décider de faire cette fameuse monnaie commune, et le traité de l'acte unique, c'est les conditions de réalisation de cette monnaie commune. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Dernière, dans ce petit tour d'horizon historique rapide, dernière date importante, parce que ça va nous concerner tout à l'heure, c'est
le dernier traité, celui de 2012, dit TSCG, traité sur la stabilisation, la coordination et la gouvernance. C'est le traité, en quelque sorte, qui vient après la crise de 2008 et qui va imposer la mise en place par les États membres, sous le contrôle de la Commission, de politiques de retour rapide à l'équilibre budgétaire. Voilà. Donc ça, c'est là un peu la chronologie des grandes dates, de l'histoire de l'Union européenne. Dans ce rappel historique, dernier point, l'Union européenne s'est fondée avec 6 États au départ, ça s'appelait la Communauté européenne, 6 États. Dans les années 70, il y en a eu 3 nouveaux, Royaume-Uni, Danemark, Irlande. Dans les années 80, 3 nouveaux, Grèce, Espagne, Portugal, les pays méditerranéens, donc on passe à 9, puis à 12. Dans les années 90, Autriche, Finlande, Suède, donc on passe à 15. Et puis, le saut, dans les années 2000. Donc là, on est avec une certaine... disons, surtout avec le recul historique, on s'aperçoit qu'on était dans une certaine homogénéité économique et sociale. Là, on fait un saut dans les années 2000 avec l'arrivée de 11 pays de l'Est, plus Chypre et Malte. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui entre 27 et 28. Bon, puisque on les étions 28 et nous sommes en instance d'être 27, mais comme vous le savez, le Brexit n'étant pas encore effectif, les Britanniques vont voter aux élections européennes. Je ne reviens pas là-dessus, on en a parlé, on a autre chose aujourd'hui à discuter. Voilà, donc ça c'était la première séance. La deuxième séance, je l'ai consacrée à l'analyse des politiques de concurrence sociale et fiscale. Donc deux, trois mots. La politique de concurrence sociale, elle prend un appui sur 3 différences importantes. Les différences de régime de protection sociale. Donc ça renvoie par exemple à la question des travailleurs détachés, puisque pour les travailleurs détachés, l'entreprise d'accueil paie les cotisations sociales non pas au régime français, mais au régime polonais ou roumain, etc. Donc c'est une première base de concurrence sociale. La deuxième base, c'est les gros écarts de rémunération salariale entre la Bulgarie à 5 € de l'heure et le Danemark à 44 € de l'heure. Et la troisième base de concurrence sociale, c'est toutes les réformes du droit du travail qui ont eu lieu à partir des années 2000 dans l'ensemble des États, réformes qui ont consisté à, comme on dit, à flexibiliser la gestion de la main-d'œuvre, c'est-à-dire à diminuer un peu beaucoup, les protections offertes par le droit du travail. Je vous ai expliqué dans ce domaine de la concurrence sociale comment la France s'inscrivait dans cette politique de concurrence sociale à travers la baisse des cotisations sociales. L'espèce de point d'orgue, c'est le CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi, donc qui, comme son nom l'indique, c'est un crédit d'impôt, c'est-à-dire qui rembourse l'année d'après les cotisations versées pour les salaires entre 1 et 3,5 SMIC, donc qui permet pour l'employeur de diminuer fortement le coût de la rémunération du travail. Donc le CICE, depuis le 1er janvier, est remplacé par une réduction directe des cotisations sociales. La France s'inscrit également par le recours massif de ces grandes entreprises à la sous-traitance, et notamment à la sous-traitance dans les pays de l'Est, avec en référence ce que je viens de vous dire il y a un instant sur les différences salariales colossales entre les pays de l'Ouest et les pays de l'Est. Et la France s'inscrit aussi dans cette politique de concurrence sociale à travers ces réformes de droit du travail, que ce soit la loi El Khomri ou les ordonnances Macron de 2017. Vous savez, l'inversion de la hiérarchie des normes, les accords d'entreprise deviennent désormais la norme,
le plafonnement des indemnités prud'homales, la possibilité de rupture conventionnelle collective, etc. Je vous avais expliqué que cette pression sur le coût de la rémunération du travail, elle induisait une montée des inégalités. J'ai donné un certain nombre de chiffres, hein, montée des inégalités de revenus, montée des inégalités de patrimoine, et elle induisait une forte montée aussi de la précarisation. Hein. Je ne reviens pas sur tout le détail des chiffres. Montée de la précarisation, elle revêt des formes multiples, hein, CDD, temps partiel, chômage, ubérisation, etc. Hein. Quand on met bout à bout ces différentes formes de travail, ça touche quand même plus de 8 millions de travailleurs en France. Et ce n'est pas spécifique à la France, hein, vous savez, il suffit de prononcer des mots comme contrat 0 heure au Royaume-Uni, mini-job en Allemagne, on voit que cette montée de la précarisation, ce n'est pas un phénomène du tout spécifiquement français. Et donc, face à cette dynamique négative de concurrence sociale, hein, qui tend à pousser les protections vers le bas, les rémunérations vers le bas, eh bien, je pense qu'il faut avancer vers l'harmonisation sociale. Bien sûr, dans un processus, il ne s'agit pas de le faire du jour au lendemain, mais l'annoncer comme une perspective. Un seuil salarial minimum, un seuil de cotisation salarial minimum et évolutif, la convergence progressive des systèmes sociaux, c'est ça. Si on annonce un jour la convergence des systèmes sociaux, vous voyez que c'est tout à fait différent comme perspective, même si on sait que ça va prendre du temps, mais si on l'annonce et si on l'inscrit dans le marbre, c'est tout à fait autre chose que d'être dans la situation actuelle où chacun essaye de prendre à un moment donné un petit avantage sur son voisin en diminuant les cotisations sociales, en développant la sous-traitance, etc. Donc la question qui est en arrière-plan, c'est une question politique, c'est la question de l'unanimité. Les questions sociales sont des questions qui sont régies par la règle de l'unanimité. Dans cette deuxième séance, je vous ai aussi parlé de la concurrence fiscale. La concurrence fiscale entre les États membres, elle s'exacerbe, elle s'accentue elle aussi, et elle prend appui sur les deux éléments de différenciation de la fiscalité que sont l'assiette de l'impôt, c'est-à-dire la base de l'impôt, et le taux. Et donc l'assiette, elle est extrêmement différente d'un État à l'autre, et donc ça permet de créer des niches fiscales un peu partout. Et puis le taux moyen de l'impôt sur les sociétés, il a été divisé par 2 depuis les années 80, et vous connaissez aujourd'hui la disparité des taux de l'imposition sur les sociétés à l'intérieur de l'Europe, hein, puisqu'on est à 12,5% en Irlande, à 5% à Malte, et que la France elle-même baisse ses taux, 42 dans les débuts des années 80, 33 aujourd'hui, 25 à la fin de la présidence Macron. Donc la concurrence fiscale, elle prend appui sur ces différences d'assiette et de taux. Je vous ai expliqué les modalités principales par lesquelles se met en œuvre l'optimisation fiscale. Il y en a 3 principales, hein. C'est le prix de transfert qui consiste à l'intérieur des filiales des grandes entreprises multinationales à concentrer les bénéfices dans les pays où les taux d'imposition sont les plus faibles. Le deuxième, c'est les niches fiscales. Il faut mieux déclarer ses dépenses de recherche-développement en France, par exemple, parce qu'il y a un crédit d'impôt, que dans un autre pays. Pour les différentes modalités de l'assiette, il y a dans chacun des pays des exonérations différentes. Donc c'est les niches fiscales. Et le troisième point, très important, qu'on a découvert que récemment, c'est les rulings, c'est-à-dire les accords directs entre des gouvernements et des directions d'entreprises multinationales, qui fait que, et ça c'est les enquêtes qui l'ont révélé, les Panama Papers, tous
toutes ces fuites dans le système qui ont montré, par exemple, que les grandes multinationales, qui sont déjà très faiblement imposées en Irlande, ou au Luxembourg, etc., ne payaient pratiquement pas d'impôts parce qu'il y avait un accord direct et secret entre les gouvernements et les directions de ces firmes. Donc je vous ai parlé de ces questions d'optimisation qui sont des questions légales, hein, là c'est même pas de l'évasion fiscale triche, hein, c'est de l'optimisation simplement par différence de taux et de législation entre les États. Et je vous ai parlé de la chaîne de l'optimisation. Donc ces éléments, les modalités de l'optimisation, la chaîne de l'optimisation nous ont été révélés encore une fois par ces fuites qui sont... Hein? Est-ce qu'ils sont légaux, les accords directs? Les accords directs, on est à la limite là. Ils ne sont pas illégaux, mais c'est de la... Là, on est quand même dans de la concurrence déloyale, hein, parce que quand on est à la même table pour diriger l'Union européenne du Conseil des chefs d'État et du gouvernement, et que dans le dos de son copain d'à côté, on négocie direct avec la direction d'une GAFA ou d'une grande entreprise multinationale pour qu'elle siège en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, plutôt qu'en France. Voilà. Donc d'ailleurs, les États, maintenant, doivent se communiquer leurs rulings respectifs. Hein. Ils ne sont pas interdits dans l'Union européenne, mais ils doivent se les communiquer. Alors, les modalités de l'optimisation, encore une fois, au centre, nous avons les grands groupes bancaires. Les grands groupes bancaires, à la fois, ils mettent en rapport les directions des grandes firmes multinationales avec des cabinets conseils, dont le boulot, c'est l'étude disons des modalités d'imposition dans l'ensemble du monde. Et puis, l'oligopole bancaire joue ce rôle de mise en relation, et ensuite, c'est lui qui crée la chaîne de l'évasion fiscale pour les masses financières qui sont optimisées. Encore une fois, là, on a fait dans la connaissance, nous avons fait un bond en avant colossal dans les 4 ou 5 dernières années, grâce à ces révélations des Paradise Papers, Panama Papers, etc., c'est-à-dire des fuites, des listings à l'état brut qui sont exploités par un consortium d'une centaine de journalistes du monde entier, hein, dont en France des journalistes du monde. Donc voilà, et alors ces pratiques, il faut voir que c'est pas anodin. Ces pratiques, elles assèchent les ressources des États, puisqu'on estime que le manque à gagner pour la France, c'est de 60 à 80 milliards par an. Voilà, donc là aussi, comme dans le domaine social, l'issue, c'est une sortie par le haut. C'est-à-dire sur les deux terrains, l'assiette et le taux. C'est-à-dire la mise en place d'une assiette commune de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on taxe, et si possible qu'on le taxe de manière commune dans les États membres. Et donc là, il y a un projet de l'Union européenne, mais qui date de 2012, ce qui vous montre que, comme il faut l'unanimité, et une fois qu'on aura la même base, si un jour on y arrive, si on a la même base, après, on peut rapprocher les taux. Vous voyez les étapes de l'harmonisation fiscale. Et donc là aussi, la question qui se pose en arrière-plan, c'est celle de la règle de l'unanimité, puisque, encore une fois, le fiscal comme le social, ce sont des domaines où la règle de l'unanimité prévaut dans les traités actuels. Donc ça, c'était la deuxième séance. La troisième séance, la semaine dernière, c'était l'examen des politiques financières et monétaires suite à la crise mondiale de 2008. Hein. Donc, ce qu'il faut retenir de la crise de 2008, c'est l'espèce de triptyque poupée russe, crise financière, crise économique, crise de la dette. Crise financière, je ne reviens pas, c'est l'expansion colossale des crédits immobiliers particuliers, dits subprime, aux États-Unis, dont, avec comme contrepartie ces crédits immobiliers, un titre financier
ce qui permet au crédit de circuler dans le monde entier, et ce qui va transmettre le virus, si je puis dire, à l'ensemble du système bancaire international, puisque l'ensemble des banques vont acheter massivement ces titres financiers dont le cours ne cesse d'augmenter au cours du temps, parce qu'on lance sans arrêt de nouveaux programmes immobiliers aux États-Unis. Donc ça, c'est... Et cette expansion financière qui part des États-Unis, elle se double en Union européenne d'une expansion financière plus limitée qui est liée au boom de l'investissement touristique immobilier. Et lui, ce boom, il est lié à l'entrée d'une quinzaine de pays dans la zone euro. Vous voyez, l'entrée dans la zone euro, ça se fait en 2001, et ça donne... pour les marchés financiers, les marchés financiers fonctionnent beaucoup sur la base de la confiance, et donc l'idée c'est l'euro va consolider en quelque sorte les monnaies et de fait le système financier des pays du sud de l'Europe va leur offrir en quelque sorte une protection. Et donc à partir de cette entrée dans l'euro, on va assister, c'est un phénomène un peu de confiance, on va assister à une baisse très importante des taux d'intérêt pratiqués, notamment dans les pays du Sud, d'où va jaillir des projets gigantesques en matière immobilière. Et donc, en 2008, on a à la fois la crise, ça c'est le principal, hein, la crise financière du système immobilier américain, avec ces titres financiers qui ont circulé partout, et la crise des projets touristiques immobiliers. Donc ça, c'est la crise financière. La crise financière, elle débouche sur une crise économique, parce qu'à partir du moment où il y a l'effondrement de ces titres financiers aux États-Unis, d'un coup, les titres qui étaient très cotés ne valent plus rien. Et donc, les banques vont essayer de faire jouer les hypothèques qu'elles ont sur les biens immobiliers, mais quand il y a beaucoup de gens au même moment qui ne peuvent plus rembourser, eh bien, les biens immobiliers ne valent plus rien non plus. Et donc on va avoir un effondrement de l'ensemble du marché immobilier aux États-Unis et en Union européenne. Donc vous voyez, ça c'est la transformation d'une crise financière en crise économique. Et les banques qui sont en grande difficulté, bien sûr, ne vont plus pendant quelque temps distribuer de crédit. Et cette crise financière qui débouche sur une crise économique, elle va donner lieu à une crise de la dette publique. Pourquoi ? Parce que quand il y a la crise financière, son point d'orgue, c'est la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008. Les États-Unis et les principaux États de l'Union européenne vont décider très rapidement de sauver le système bancaire, pour éviter qu'il ne s'effondre comme un château de cartes. Donc ils vont, à l'exemple des États-Unis, qui, dans les mois suivant la crise de Lehman Brothers, met en place une politique de rachat massif de toutes les créances, enfin, d'une très grande partie des créances que les banques ont en caisse et qui ne valent plus grand-chose. Et de la même façon, dans les États de l'Union européenne, les États vont sauver, à des degrés divers, les banques. Soit en renflouant, en rachetant des créances douteuses, soit en recapitalisant les banques. Donc la première cause de la montée des déficits publics, et donc de la dette publique, c'est le renflouement des banques. La deuxième cause, mais c'est lié aussi à la crise financière, c'est la crise économique. Quand il y a crise économique, quand il y a moins d'activité, il y a moins de rentrée fiscale. Vous avez moins d'activité, il y a moins de rentrée de TVA, il y a moins d'impôts sur les sociétés. Donc c'est un deuxième facteur qui vient se rajouter pour augmenter les déficits publics. Et le troisième, comme tous les États à un moment donné se trouvent avec des déficits publics qui montent, ils sont en concurrence entre eux sur les marchés financiers pour placer les bons du Trésor. Ceux qui inspirent le moins de confiance, eh bien, tous vont voir leur taux d'intérêt monter, mais les plus fragiles vont voir leur taux monter de manière colossale, puisqu'on va dépasser les 10% dans des pays comme la Grèce, le Portugal, l'Irlande, etc.
Donc voilà, ça, c'est cet enchaînement de crises qui explique la montée de la dette publique. Et donc, face à cette triple crise, si je puis dire, la réponse de l'Union européenne va se faire dans 3 directions. La première direction, c'est la réponse financière. La deuxième, c'est la réponse monétaire. Et la troisième, c'est la réponse budgétaire. Donc la réponse financière, il va y avoir... cette réponse financière, elle va se faire à plusieurs niveaux. D'abord, une réponse de très court terme, qui est de sauver les États les plus en difficulté, enfin sauver entre guillemets, de répondre aux problèmes des États les plus en difficulté. Donc le premier qui va se trouver qui va faire d'ailleurs démarrer toute la problématique de la crise de la dette dans l'Union européenne, ça va être la Grèce. Je ne reviens pas sur les circonstances. Ce qu'il est important de noter, c'est la manière dont on doit organiser le sauvetage de la Grèce. C'est-à-dire que le plan d'aide à la Grèce va servir en fait d'exemple pour non seulement les États les plus en difficulté, il va y avoir toute une série de plans en direction d'autres États dans les mois qui suivent, mais aussi à des degrés bien moindres, bien sûr, pour l'ensemble de la politique budgétaire, je vais en parler tout à l'heure, des autres États membres. Donc, le premier plan d'aide, juste, je vais dire 2 choses pour que vous vous situiez quand même la problématique qui est en arrière-plan. Le premier plan d'aide qui est accordé à la Grèce, il est de 110 milliards d'euros. Et donc, il n'y a pas, d'où on va... Vous voyez, c'est la première fois que les pays de l'Union européenne sont confrontés à une crise de cette ampleur, et donc il n'y a pas de réponse dans les traités. Donc on va inventer une réponse. On va inventer une réponse et on va inventer une politique aussi derrière. Donc la réponse, ça va être de créer de toutes pièces un fonds européen, qu'on a appelé Fonds européen de stabilisation financière, qui 2 ans après a changé de nom, c'est appelé Mécanisme européen de stabilité, et on décide que ce fonds européen, à l'époque, sera doté d'une capacité d'emprunt de 440 milliards. Et donc, comment on va financer le premier plan d'aide à la Grèce? On ne va pas le financer donc, en demandant aux États membres de contribuer à hauteur de 110 milliards, qui est le montant fixé pour le premier plan d'aide à la Grèce. Eh bien non, on va dire ce fonds européen, doté d'une capacité d'emprunt de 440, qui sera ensuite élevé à 700, ce fonds européen, il va, avec en arrière-plan la caution de l'ensemble des États membres, il va emprunter sur le marché les 110 milliards pour la Grèce, il va les emprunter donc à ces conditions, aux conditions collectives. Donc vous voyez que le collectif des États membres de l'Union qui empruntent sur les marchés financiers, c'est pas la même chose que quand c'est la Grèce qui emprunte toute seule. La Grèce, elle ne pouvait plus emprunter d'ailleurs, parce que les taux d'intérêt étaient beaucoup trop élevés au moment où la crise a pris son ampleur. Et donc, ils vont emprunter et redistribuer ensuite cet argent à la Grèce. Mais ils vont imposer leurs conditions. Et donc ça, c'est important de voir quelle est la nature finalement de ce plan de 110. Donc vous voyez comment ça s'est fait, ce mécanisme de 110 milliards. Ces 110 milliards, on les prête à la Grèce. Et en fait, il faut le dire comme ça, même si je force un tout petit peu le trait, on dicte les conditions à la Grèce. Il y a eu des péripéties, mais on dicte quand même les conditions à la Grèce. Et on va la dicter aux autres États ensuite, par la suite. C'est-à-dire, on lui dit qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse de ces 110 milliards. Eh bien, dans la logique, depuis le début de la gestion de la crise financière aux États-Unis, en Union européenne, ces 110 milliards vont être consacrés à renflouer les banques, c'est-à-dire racheter les créances qui sont invendables, que les banques qui sont présentes en Grèce ont dans leur portefeuille. C'est la même politique qui a été appliquée depuis le début aux États-Unis, etc. Donc on lui dit, voilà, les 110 milliards vont être consacrés à racheter, à sauver le système bancaire grec.
considère que c'est la base du refonctionnement ensuite de l'économie, et en même temps, donc vous voyez le changement de nature. La crise, c'est au départ une crise financière. Donc là, en quelque sorte, on renfloue les banques et on transforme une dette des banques en dette de l'État grec, puisque l'État grec doit bien les 110 milliards. Il doit les rembourser, et on lui dit aussi comment il va falloir qu'il les rembourse par une politique d'austérité drastique, qui est création d'un système fiscal, augmentation des impôts et baisse des dépenses publiques. Voilà. Ça, c'est le premier niveau, la réponse politique. Le deuxième niveau, c'est au niveau des États et au niveau de l'Union européenne. Au niveau des États, c'est la réforme bancaire, dont je vous ai dit que finalement, c'était une mini-réforme. C'est-à-dire que dans les États de l'Union européenne, comme aux États-Unis, puisqu'on s'inspire je vous l'ai dit la dernière fois, de la loi Dodd-Frank des États-Unis, on ne va pas revenir, comme ça avait été fait par Roosevelt dans les années 30, et ce qui était demeuré jusqu'à la fin des années 70, à une séparation des activités de dépôt et des activités de marché, de titres. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas couper BNP Paribas en deux, BNP et Paribas. On va simplement isoler à l'intérieur du groupe BNP Paribas, mais c'est la même chose pour la Société Générale, c'est la même chose pour le Crédit Agricole, Crédit Lyonnais. On va simplement identifier, isoler, cantonner, comme on a dit dans la loi, les activités de marché. Les activités de marché, c'est des activités sur titre. On va les cantonner pour mieux les surveiller, mais on ne va pas couper. La puissance des banques en deux. Donc ça, c'est une première réponse politique de plus long terme, au-delà du sauvetage des États sur le court terme. Et l'autre réponse politique de plus long terme, c'est l'union bancaire. L'union bancaire, c'est plusieurs mécanismes. Bon, il y a la garantie de dépôt jusqu'à 100 000 euros, et puis il y a un mécanisme de supervision des banques sous l'égide de la Banque Centrale Européenne, et un mécanisme de résolution résolution des difficultés à venir, qui consiste à dire, à l'avenir, en cas de nouvelle crise financière, ce ne seront plus les États qui seront en première ligne pour renflouer les banques, ce seront les actionnaires, etc. Les États n'interviendront qu'en second plan. Et en troisième plan, on met en place un fonds de résolution mutualisé, qu'on appelle, qui est créé, mais qui verra le jour en 2025 et qui est doté, à l'heure où on parle, d'un budget de 60 milliards. Vous voyez, 60 milliards, quand je vous dis que le premier plan d'aide à la Grèce était déjà 110 milliards, vous voyez les limites de ce fonds. Donc, si vous voulez, du point de vue financier, si je me résume, je dirais qu'il y a eu des avancées dans cette... Bien sûr, il vaut mieux qu'il y ait un mécanisme de supervision des banques plutôt qu'il n'y en ait pas. Il vaut mieux qu'il y ait une garantie des dépôts plutôt qu'il n'y en ait pas. Donc ça, c'est des avancées, mais ces avancées sont de mon point de vue, très limitées. La faiblesse du fonds de résolution mutualisé, 50 milliards. Donc qu'est-ce qu'on fait de l'ancien fonds provisoire? C'est pas clair pour l'instant. Le mécanisme de surveillance dont je viens de dire qu'il était intéressant, il ne concerne que les banques, pas les compagnies d'assurance, pas les fonds d'investissement. Donc c'est vrai que, par ricochet, si vous voulez, quand on surveille les banques, on surveille un peu ceux qui travaillent avec les banques, mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Et puis, surtout, le cantonnement ne résout pas le problème
de la puissance du système financier. Hein. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, je vous l'ai peut-être dit la dernière fois, le secteur bancaire et financier représente près de 8 fois le PIB de l'ensemble des États de l'Union. Hein. Donc vous voyez dans un rapport de force comment ce rapport de force est déséquilibré au détriment des États aujourd'hui. Voilà, ça c'était la réponse financière. Ensuite, il y a eu la réponse monétaire. La réponse monétaire, c'est la politique monétaire qui a été mise en œuvre après la crise de 2008, puisque depuis le traité de Maastricht, la politique monétaire est de la responsabilité exclusive de la Banque centrale européenne. Donc cette politique monétaire, elle a été menée par la Banque centrale européenne et elle a pris la forme principale de ce que on appelle le quantitative easing. C'est le mot. C'est-à-dire, vous pouvez le traduire assouplissement quantitatif en français. À compter de février 2015, la Banque centrale européenne a racheté chaque mois entre 60 et 80 milliards de titres de dette publique ou d'obligations privées aux banques. Donc l'objectif de cette politique, c'était à la fois faire baisser les taux d'intérêt. Oui, quand chaque mois la Banque centrale se porte acheteuse de titres de dette, eh bien forcément elle fait baisser les taux d'intérêt. Le taux d'intérêt il monte, c'est quand il n'y a pas d'acheteur. Hein. C'était donc de faire baisser les taux d'intérêt, et c'est d'octroyer par cette politique de l'argent frais aux banques pour que cet argent circule dans l'économie sous la forme de prêts aux consommateurs ou de prêts aux entreprises. Donc l'effet positif, ça a été la baisse colossale des taux d'intérêt de cette politique. Et heureusement, parce que vous voyez que quand on a un taux d'intérêt qui est de 1%, c'est pas la même chose que quand on a un taux d'intérêt de 5% et a fortiori de 10%. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la dernière émission de bons du Trésor par la France, ça s'est fait avec un taux de 0,3%, ce qui est très faible. Donc, enfin, je vais y revenir parce que ça devrait être justement, hein, c'est le moment où il faut, ça ne se reproduira pas éternellement dans l'histoire, où il faut absolument investir. Donc, j'avais terminé la dernière fois en m'interrogeant sur, on avait d'ailleurs un peu débattu là-dessus, sur l'indépendance de la Banque centrale, parce que moi, ce qui m'a interrogé personnellement, c'est que cette politique de quantitative easing, elle a débouché, elle vient de s'arrêter en décembre 2018, elle a débouché sur un rachat de titres financiers aux banques, obligations publiques ou obligations privées, d'un montant total de 2600 milliards d'euros. Ce qui est colossal, et si vous voulez, et donc que la Banque centrale, puisqu'elle est indépendante, a mené de son propre chef sans qu'il y ait aucun contrôle sur l'affectation de ces fonds. Et c'est ça qui me pose problème, c'est que quand on est dans un contexte qui est presque un contexte de société, voire de civilisation, où la transition énergétique est une obligation, et que ces 2600 milliards, ils filent dans les circuits financiers, pour moi, personnellement, on reviendra peut-être dans le débat, on en a parlé un peu la dernière fois, c'est un problème fondamental. Donc voilà, j'ai fait mon petit topo. Maintenant, parce que pour qu'on conclue, à la fin, il faut qu'on ait bien tout ça en tête. Pour qu'on puisse discuter des conclusions, puisque, rassurez-vous, je laisse la place pour qu'on discute. Juste un truc, les banques, elles perdent de l'argent avec les taux d'intérêt. Elles n'en gagnent pas beaucoup. Elles n'en gagnent pas beaucoup, mais avec les taux d'intérêt sur les bons du Trésor, mais sur les autres placements, elles en gagnent quand même. Parce que justement, c'est les fonds qui leur sont attribués, ils ne sont pas placés n'importe où. Donc, là, alors, le point que je vais aborder maintenant, c'est la réponse budgétaire. La politique budgétaire, la réponse budgétaire à la crise financière, et donc
le traité de stabilisation, de coordination et de gouvernance. Juste un tout petit rappel de l'histoire. Vous savez que le traité de Maastricht, il imposait un certain nombre de critères pour créer la zone euro. Et parmi ces critères, il y en avait 5. Il y en a 2 que vous connaissez, puisqu'on les a répétés à qui mieux. C'est le fameux taux de déficit public à 3% du PIB et le taux de dette publique à 60% du PIB. Ça, c'était Maastricht. Mais pour rentrer dans la zone euro, c'était une des conditions pour rentrer dans la zone euro. Mais une fois que la zone euro était créée, la question qui se posait, c'était est-ce que ces critères demeuraient? Ils avaient été créés pour rentrer, pour créer la monnaie commune. Donc, qu'est-ce qu'il en était une fois la monnaie commune créée? Et donc, la réponse, elle a été donnée en 1996 par le pacte de stabilité et de croissance. En 1996, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de prolonger les dispositions du traité de l'Union européenne, du traité de Maastricht, sur les critères de convergence. Et donc, avec ce pacte de stabilité et de croissance de 1996, les politiques budgétaires restaient de la compétence de chaque État membre, mais elles étaient encadrées par ce fameux ratio de 3% maximum de déficit public qui demeurait. Bien. Arrive la crise de 2008 et les conséquences que je vous ai rappelées tout à l'heure de creusement des déficits, donc de la dette, etc. Donc à ce moment-là, le pacte de stabilité et de croissance de 2016, qui reprenait les critères de Maastricht, il est jugé insuffisamment contraignant. Puisque, si vous voulez, juste après la crise, il faut bien voir que pratiquement aucun État ne respecte les 3%. On est en gros, en 2009-2010, on est en moyenne dans la zone euro à 5% de déficit. Donc, le pacte de stabilité et de croissance est jugé insuffisamment contraignant. Et donc les États vont conclure le traité, le TSCG, le traité sur la stabilisation, la coordination et la gouvernance, en 2012. Il faut savoir, j'ai dû le dire, ce traité a été négocié sous la présidence Sarkozy et voté sous la présidence Hollande. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce traité? Il dit retour dans les 2 ans, donc à compter de 2013, aux 3% de déficit public. Ça, c'est la première étape. Ensuite, retour à un déficit quasi nul, 0,5% du PIB. Et pour remplir ces objectifs, donc l'objectif est répété, et de manière beaucoup plus rigoureuse, c'est 0,5 maximum à terme, et pour ce faire, ça c'est une innovation extrêmement importante sur tous les plans économiques et démocratiques. L'examen, je vais y revenir tout à l'heure, l'examen, il décide ce traité, l'examen des projets de budget nationaux par la Commission, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Ils étaient examinés éventuellement après. Examen des projets de budget nationaux par la Commission avec avis et possibilité de sanction. Alors, j'ajoute quand même que ce traité, il a été gravé dans le marbre, puisqu'il n'a pas fait simplement l'objet d'une loi, mais d'une loi organique. Je ne suis pas un grand spécialiste de droit constitutionnel, mais la loi organique, c'est voté par ce qu'on appelle le Congrès, à une majorité qualifiée, des 2/3 ou des 3/5, je ne sais plus. Donc cette loi organique, elle garantit, qui a été votée en octobre 2012, elle garantit l'application par la France du TSCG. Donc, alors, quelles ont été les politiques conduites dans le cadre du TSCG? De mon point de vue, elles ont aggravé considérablement la crise sans nous permettre d'avancer vers ce défi que nous avons devant nous, qui est quand est-ce que nous allons traiter la question de la transition écologique et énergétique des économies, qui est un problème clé. Donc,
les politiques conduites dans le cadre du TSCG ont aggravé et prolongé la crise. Je vais essayer, en 2 mots, de vous expliquer pourquoi. D'abord, parce que, si vous m'avez bien suivi, la cause initiale de la montée des déficits et de la dette publique, c'est la crise financière et ses conséquences, crise économique. Hein, et donc là, ça va revenir à faire en petit ce qui a été fait en grand pour la Grèce et les autres États, à faire payer les populations une crise qui n'était pas la leur. C'était le déficit public et la dette publique ne sont pas nés d'une déviance et d'une mauvaise gestion des finances publiques par les États, puisque tous respectaient les critères avant la crise financière, mais d'une déviance très profonde du système financier auquel nous n'avons pas remédié, puisque nous avons refusé de casser les grandes banques, pas plus aux États-Unis que dans les pays de l'Union européenne. Donc nous nous préparons, un jour ou l'autre, à avoir de nouveaux problèmes avec la finance internationale. Donc, pourquoi ça a aggravé la crise? Donc là, je vais vous montrer qu'il y a 2 manières de traiter un déficit public, celui que nous avons adopté, qui l'a aggravé, et une autre manière qui s'inspire des idées de Keynes, qui permet en même temps d'avancer sur les questions de fond qui se posent à nous, et que je vous dirai en quoi, comment on peut le traduire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit qu'il faut ramener le déficit public en dessous de 3% dans les 2 ans. Et comment ça peut se faire, ça, dans un délai aussi rapide? Il n'y a que 2 manières. Pour réduire très rapidement le déficit public, vous avez soit vous augmentez les impôts, soit vous diminuez les dépenses publiques, soit vous faites les 2. Et donc, vous voyez bien que la baisse des dépenses publiques, que ça prenne la forme de réduction de prestations sociales ou que ça prenne encore plus la forme de baisse d'investissement public, eh bien, ça se traduit par une réduction de l'activité. Et donc, et en plus, comme cette politique est menée simultanément dans tous les États membres et que ces États membres sont à 60% clients les uns des autres, eh bien, la baisse d'activité se propage, s'amplifie d'un pays à l'autre, si bien que la France n'a recouvré qu'en 2015 son niveau de PIB de 2007. La Grèce, le Portugal ne l'ont recouvré qu'en 2017. Et donc pendant toute cette époque-là, eh bien, on a assisté à ce que je décrivais dans les séances précédentes, montée du chômage, de la précarité, etc. Quelle aurait dû être la bonne réponse? Et c'est en partie celle qui a été adoptée aux États-Unis. La bonne réponse, c'était une politique d'investissement. Et vous allez voir comment la politique d'investissement, pas dans les 2 ans, mais dans un délai de 4-5 ans, règle le problème du déficit et permet d'affronter les problèmes de la société. Donc, la politique d'investissement tournée, par exemple, vers la transition énergétique. Pourquoi je dis qu'il est extrêmement urgent, même à part toutes les questions, disons, de biodiversité, je reste sur l'angle économique, pour montrer qu'il y a urgence sur ces questions-là. La dépendance énergétique de la France et de l'Union européenne est forte et s'aggrave. L'Union européenne importe aujourd'hui plus de 50% de sa consommation d'énergie. Et ce sera 70% si on continue comme ça en 2035, ce qui nous met en dépendance forte vis-à-vis d'un certain nombre de pays et qui pèse considérablement sur notre balance commerciale. À côté de ça, nous avons pris collectivement, à la COP21 en 2015, collectivement les pays de l'Union européenne, un certain nombre d'engagements communs.
diminution des gaz à effet de serre de 40% en 2030, diminution de la consommation d'énergie, je ne vous donne pas les chiffres, peu importe, hein, on n'est pas, c'est juste pour vous montrer le sens de mon propos, augmentation de la part des énergies renouvelables. Donc on a pris des engagements communs, mais on dit la responsabilité de leur mise en œuvre, c'est le fait de chaque État membre. Et dans le même temps, on dit à chaque État membre, ben oui, mais vous ne pouvez pas investir puisque vous devez d'abord respecter la règle des 3%. Donc vous voyez la contradiction entre des engagements que nous prenons collectivement et l'impossibilité de les assumer dans les conditions actuelles. Or, oui. Dans ce que vous dites, excusez-moi, je perçois une incohérence. Parce qu'on met en parallèle une politique financière où il faut de l'investissement dans de la croissance, etc. Avec la pollution. Donc au plus vous produisez, au plus vous polluez, mais non, mais justement, c'était la politique qu'il faut assumer, c'est celle de la transition énergétique, c'est-à-dire la diminution de la consommation d'énergie et de la part, et de l'augmentation de la part des énergies renouvelables. C'est des investissements dans ces domaines-là, dans la rénovation énergétique et dans les énergies renouvelables. Et l'Union européenne, non seulement elle a pris ses engagements communs, mais en même temps, sur le plan économique et financier, c'est le bon terrain pour développer une politique solidaire dans ces différents domaines, à la fois pour dégager les moyens financiers importants, avec le recours éventuellement à la garantie, voire au rachat par la Banque Centrale Européenne, et en même temps, c'est le terrain où on peut optimiser les investissements dans ce domaine-là. Il y a une étude récente qui vient de montrer qu'il est beaucoup plus intéressant, judicieux, de placer les énergies, de placer les éoliennes en mer du Nord, et, c'est ce qui va de soi, et, parce que le vent souffle de manière continue, et le photovoltaïque dans les pays du Sud, à cause du degré d'ensoleillement, alors qu'aujourd'hui, chacun cherche à optimiser ce positionnement à l'intérieur de ses propres frontières. Et donc là, il y a une étude qui montre que le gain en termes d'optimisation des choix au niveau européen serait colossal. Et en plus, nous aurions la mobilisation de moyens financiers possibles à cette échelle-là, qui serait aussi extrêmement importante. Donc, quelle est l'idée, cette politique d'investissement et comment cette politique d'investissement permet, là-dessus on n'a rien inventé, ce sont les idées de Keynes, d'un immense économiste. La politique d'investissement, ça permet quoi? Ça permet le développement de l'activité quand on fait une politique d'investissement massif. Et la politique le développement de l'activité, ça permet ensuite les rentrées fiscales et sociales. Donc on boucle, on résorbe le déficit public, pas dans les 2 ans, mais dans un délai de 4-5 ans, et en attendant, on avance sur nos capacités de production dans un domaine clé qui est celui de la transition énergétique. Je pourrais aussi donner l'exemple sur le numérique, etc. Vous voyez, donc, et là, on est quand même, à un moment donné, il faut prendre le recul sur les choses. Au nom de règles comptables qui sont de pure convention sociale, pourquoi 3%, pourquoi pas 2%, pourquoi pas 4%, etc. Quand on sait comment on a créé ces fameux 3%, on est bloqué par des règles que nous nous sommes données, alors que nous ne réglons pas un défi qui est un défi économique, écologique, social colossal. Voilà, alors, imaginez à un moment donné, rêvons un instant. Si la politique monétaire dont j'ai parlé tout à l'heure, Banque Centrale Européenne, au lieu de jeter l'argent par les fenêtres en rachetant des titres et en laissant les banques faire leur œuvre, mais en ciblant cette politique de rachat, en obligeant les banques à financer dans le sens de la transition énergétique ou des transports, ce que vous voulez. Et si vous conjuguez ça avec une politique budgétaire offensive menée à l'échelle de l'Union européenne, à la fois, vous avancez sur le terrain de la transition énergétique et sociale et vous réglez votre problème de déficit et en même temps, vous augmentez l'emploi, etc. Voilà. C'est ce qu'ont fait les pays au lendemain de la guerre.
ces politiques. Qu'est-ce que c'est que le plan Marshall? C'est une politique d'investissement massif dans l'économie. J'ajoute, avant de passer à la conclusion, que ces politiques monétaires et budgétaires, elles ont aussi elles posent aussi un autre problème, qui est d'accentuer le déficit démocratique de l'Union européenne. Pourquoi? Ce que je viens de vous montrer là, à la fois dans la politique monétaire avec le rôle de la Banque centrale européenne, indépendante, qui a fait cette politique. Alors, si vous voulez, encore une fois, elle a bien, dans un certain sens, elle a très bien fait de faire cette politique, puisque ça a permis de faire baisser de manière colossale les taux d'intérêt. Mais dans un autre sens, le fait qu'elle l'ait menée de manière indépendante, sans aucun contrôle du Parlement européen ni du Conseil des chefs d'État et de gouvernement, fait que l'argent qu'elle a distribué dans les canaux des banques ne sont pas allés vers l'investissement, principalement, même massivement, vers l'investissement productif. Et donc, nous avons affaire, là, en termes de politique monétaire, à une banque centrale qui ne rend compte à personne. Voilà, ça interroge. Après, quand on va discuter, on peut trouver ça normal, ça peut se discuter. Il y a des arguments aussi dans l'autre sens. Moi, ça m'interroge. Deuxièmement, sur la politique budgétaire, la soumission au préalable, avant même le Parlement français ou italien ou allemand, du budget à la Commission européenne, qui va le recadrer dans le sens de l'application du TSCG, la Commission européenne, organe non élu, moi aussi, deuxième élément, me pose beaucoup de problèmes. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé analyse critique des politiques européennes. C'est pas seulement analyse critique des politiques économiques, c'est aussi du point de vue du fonctionnement que j'ai des interrogations. Alors, quand j'essaye de faire un peu, de remettre ces choses-là un tout petit peu en perspective, voilà, si je résume mes critiques, les politiques fiscales et sociales, je l'ai rappelé tout à l'heure, sont des politiques par lesquelles les États membres entrent en concurrence et débouchent aujourd'hui sur le dumping fiscal et social, chacun essayant, à un moment donné, de prendre un petit avantage sur le voisin qui est son partenaire. Donc, la marche vers l'harmonisation, aussi bien fiscale que sociale, je vous l'ai dit, elle est rendue difficile dans l'état actuel des traités par cette question de l'unanimité, qu'il faut toujours avoir en tête. Quand je passe aux politiques monétaires et budgétaires, elles n'ont pas débouché à ce jour sur des politiques d'investissement coopératives. La politique monétaire, elle nourrit la bulle financière. Donc elle a été se placer notamment dans la principale bourse américaine pour renforcer la concentration des mastodontes américains. Donc elle ne s'est pas orientée vers l'investissement productif et pas non plus dans celui dans la transition énergétique. Les politiques budgétaires ont générer l'austérité au nom du respect des règles comptables, puisqu'on a fait de cette règle des 3% un espèce de tabou. Et je veux dire que la liste, elle pourrait être, on pourrait l'allonger si on reprend l'échec du rapprochement entre Siemens et Alstom, donc au nom de la politique de concurrence. Donc on n'a pas été capable de profiter de la crise pour mettre en œuvre des politiques communes dans un domaine notamment où nous avons pris des engagements en commun, qui est celui
de la transition énergétique. Les parlements nationaux demeurent très éloignés de la construction européenne. Et donc, vous voyez bien qu'on est en face de dynamiques qui sont régressives et qui génèrent partout des replis nationalistes et identitaires. Et donc, dans ce contexte, je crois que la seule réponse, c'est une réponse par le haut. Il faut répondre à une série de défis si on veut relancer la construction européenne sur d'autres bases. Moi, je vais me consacrer aux deux défis principaux que je viens d'aborder là, qui est le défi économique et social, construire des politiques coopératives sur un certain nombre de questions clés. Donc j'ai parlé beaucoup de la transition énergétique, mais on pourrait allonger la liste, les transports, les migrations. Il faut aussi qu'on dégage une politique commune sur ce terrain-là. La convergence économique et sociale. Parce que vous voyez bien que si on n'avance pas sur la convergence économique et sociale, on entretient l'espèce de délitement et de concurrence entre les États qui est une manière, si vous voulez, de pourrir la construction européenne. Et le deuxième point, c'est le défi dont j'ai parlé, c'est le défi démocratique, puisque, de mon point de vue, le processus de prise de décision, aujourd'hui, ne donne pas suffisamment de place au Parlement européen et aux parlements nationaux. Et quand il n'y a pas suffisamment de place au débat public, finalement, eh bien, on voit bien que l'Union européenne apparaît comme quelque chose de totalement extérieur aux préoccupations des citoyens, ou alors comme un espèce de défouloir aux difficultés internes. Donc si on ne répond pas à ces défis économiques et sociaux, c'est-à-dire si on ne fait pas progresser les politiques communes, si on ne fait pas progresser la convergence fiscale et sociale, si on ne fait pas progresser la discussion autour des objectifs, eh bien, à ce moment-là, nous risquons, après on va discuter, nous risquons une déliquescence, un éclatement même de l'Union européenne, c'est-à-dire que l'Union européenne peut sortir de l'histoire. Parce que si on continue le processus comme il est, on voit bien qu'on ne peut pas, il ne peut conduire qu'à une espèce de décomposition lente. Alors, comment on peut initier à ce moment-là un processus de refondation? Moi, là, je vais dire quelques mots, et après, bien sûr, c'est pour ça que je laisse un peu de temps, on va pouvoir discuter, parce que là, si vous voulez, là je vais quitter ma casquette d'économiste distingué pour ma casquette de citoyen, et donc je vais avancer avec les éléments que j'ai, quelques éléments, juste pour vous donner envie ensuite de prendre un peu le relais, parce qu'il n'y a pas de réponse. Si la réponse, elle était évidente, on aurait tous plus qu'à l'accueillir. Donc, comment initier un processus de refondation qui prenne en compte ce défi économique et social, c'est-à-dire la construction de politiques coopératives communes et la convergence sociale et fiscale, pour moi, c'est les éléments clés, et en même temps, un processus plus transparent, plus démocratique. Voilà. Comment on répond à ça? Comment on répond à ça? Donc, il y a sur la table, il y a eu la proposition du président Macron, qui a envisagé, vous rappelez-vous, c'est son discours de la Sorbonne en septembre 2017, qui dit il faut envisager un processus de refondation d'abord entre les États membres de la zone euro, puisqu'ils ont déjà la monnaie commune.
Donc il avait même avancé dans ce discours-programme de la Sorbonne l'idée d'avoir un budget d'investissement, parce que si on veut mener des politiques communes, il faut un budget d'investissement, sur la base d'un impôt sur les sociétés harmonisé. Bien. Eh bien, vous l'avez vu comme moi, il n'y a pas eu un écho extrêmement favorable des autres États, notamment de l'Allemagne. Et donc ça s'est traduit, ça va se traduire dans la prochaine Assemblée européenne, ça a été acté par une ligne budgétaire autonome à l'intérieur du budget de l'Union européenne, une ligne budgétaire pour la zone euro. Il y aura de manière spécifique, dans le prochain budget de l'Union européenne, une ligne budgétaire sur la zone euro, mais qui sera d'un montant très faible, puisqu'il est à l'intérieur du budget de l'Union européenne, et donc qui ne répond pas aux objectifs que s'était fixé notre président. Donc, moi, l'idée que j'ai, c'est mais après, c'est une idée sur la table. Pour l'instant, personne ne l'a reprise. C'est que nous ne pourrons pas avancer à 27. Même dans la zone euro. La preuve, c'est que pour l'instant, personne ne s'est montré très volontaire à la suite des propositions de Macron. Donc, je pense qu'il faut essayer d'avancer entre États membres volontaires. Et donc là, je rejoins une proposition qu'a faite Piketty et qu'il a formulée déjà il y a quelque temps. Mais bon, ça montre aussi qu'on n'en est pas là dans l'Union européenne. Et c'est triste, parce qu'on ne discute pas de ces questions-là aujourd'hui. On n'en est pas à ce niveau-là. Il dit, lui aussi, nous pouvons avancer entre États membres volontaires. Nous n'avancerons qu'entre États membres volontaires. Et on ne ferme la porte à personne. Mais si nous attendons, avec les règles de l'unanimité, de nous mettre d'accord à 27 ou 28, ce n'est pas possible, en l'état actuel des choses. Donc il a été assez loin. Je vous dis les quelques éléments qu'il a proposés. Il a écrit ça, il a même fait vous savez que, bon, Piketty, c'est un collègue que j'aime beaucoup, puisque je suis venu ici il y a 1 an et demi, vous expliquer tout son ouvrage, plus que son ouvrage, son œuvre sur les inégalités. Et bon, c'est pas pour ça que je suis absolument d'accord avec à chaque fois qu'il fait une proposition. Mais là, en l'occurrence, si vous voulez, ça rencontre mes préoccupations, parce que je pense qu'entre États membres volontaires, nous pouvons avancer. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est on crée une assemblée parlementaire avec, en majorité, des représentants des parlements nationaux. Il dit, pour avancer, il n'est pas possible de se priver et de court-circuiter les parlements nationaux. Et c'est la manière d'imprégner progressivement la société des choix qui vont être faits pour l'Union européenne. Donc une assemblée parlementaire essentiellement composée de représentants des parlements nationaux, avec compétence pour voter un budget, et il propose, ça c'est à discuter, des recettes, l'impôt sur les sociétés est commun, on impose les hauts revenus et les hauts patrimoines, puisque ça doit être aussi correcteur, et les dépenses, eh bien avec ces recettes, nous pouvons engager les dépenses d'investissement qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour, et en même temps avoir des dépenses de recherche-développement, etc. Donc voilà, c'est une proposition. Je vais m'arrêter là. J'arrête un peu en avance. C'est juste, c'est exprès. C'est parce que comme c'est la conclusion, je pense que après,
il y a des tas de choses que je pourrais dire, mais là, c'est pour nous permettre de discuter un petit peu entre nous de manière... Ouais. Vous voyez, le sens, encore une fois, de ça. Moi, j'ai avancé quelques idées, j'ai avancé des critiques, etc. Encore une fois, hein, l'idée, c'est que nous discutions ensemble à la fois de ce que j'ai avancé et en même temps, comment vous ressentez les choses par rapport à cette Union européenne qui est devant nous, pour lequel on nous demande de nous prononcer régulièrement, qui est une espèce de truc un petit peu nébuleux. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ça? C'est notre objet commun, finalement. Hein, si on veut qu'elle tourne bien et qu'elle tourne comme la Terre, on voit bien qu'elle ne peut pas tourner telle qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, après, c'est à nous d'y mettre de l'huile dans les rouages. Juste un petit mot qui correspond. En fait, c'est comme une forme de transition par rapport à ce que vous avez dit, justement sur la transition écologique et l'économie par rapport à ce domaine-là. Il se trouve que nous sommes partenaires d'une conférence qui aura lieu le 31 mai prochain, et dont certains ont déjà le petit dépliant. Et l'économiste, justement, Geneviève Hazan, sera l'invitée. Voilà, donc vous pouvez reprendre le débat. Et je voulais juste, comme il a beaucoup, comme ce soir, Bernard Tabuteau vient énormément de reprendre ce terme de transition lié à l'économie, inutile de dire que comme Geneviève Hazan sera là ce 31, le lien est rapidement fait. Voilà. Je vous laisse pour le débat. Merci. Voilà. Je vais revenir à l'instant sur la dépendance de la BCE. Vous avez expliqué à plusieurs reprises la semaine dernière et encore cette fois-ci que la BCE étant indépendante, elle ne compte à rendre à personne. J'ai eu la curiosité d'aller voir sur le site de la BCE. Il est expliqué que le pendant de l'indépendance, c'est précisément le fait de rendre compte, et qui explique que, entre autres choses, dans la perspective de rendre compte, le président de la BCE planche tous les trimestres devant la Commission économique du Parlement européen. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi vous dites que la BCE ne rend compte à personne. Non, je prends 2-3 questions et puis après on enchaîne là-dessus. Allez-y, il n'y a pas d'autres questions? Et la semaine dernière, ouais, j'en prends 2 ou 3 et puis... La route de la... Non, mais je répéterai la question. Voilà, j'en prends une encore. Vous parlez de certains contrôles de banque. Je discutais l'autre fois avec un ami dont le père était directeur de banque et il dit mais avec les écritures, on peut tout ce qu'on veut. On peut. On peut faire tout ce qu'on veut. Donc les bénéfices, on les fait disparaître. On les réduit énormément. Alors, je réponds et puis après vous relancerez les questions. Indépendance de la Banque centrale, parce que je maintiens absolument que la Banque centrale européenne prend ses décisions sans en référer à personne. C'est pas parce qu'elle passe régulièrement devant la commission économique du Parlement européen que cette commission économique du Parlement infléchit en quoi que ce soit la politique menée par la Banque centrale européenne. Voilà, c'est tout. Elle pense, elle rend compte, elle dit voilà, j'ai fait un rachat à 60, le prochain ça va être de 80 milliards. Les gens disent, éventuellement ils disent qu'ils ne sont pas contents, mais en quoi ça change quelque chose? Ça changerait quelque chose s'il y avait un pouvoir d'inflexion de la politique de la Banque centrale européenne.
Donc le fait qu'elle comparaisse, à la limite, c'est même le minimum auquel on peut s'attendre. C'est quand même de temps en temps qu'un organisme central dans l'Union européenne rende des comptes. Mais bon, ça ne change en rien le fait que la Banque centrale décide à elle seule. Et moi, je pense que, si vous voulez, regardez le comité d'experts qui entoure le président de la Banque centrale européenne, et vous verrez qui c'est qui réfléchit avec le président de la Banque centrale européenne aux orientations de sa politique. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on peut, par contre, on pourrait s'interroger, on pourrait dire le fait que la Banque centrale soit indépendante des États, est-ce que finalement c'est pas une garantie par rapport à la mainmise de tel ou tel État? Ça pourrait se discuter à la limite, mais dire que des mesures comme celles qui ont été prises se font sans qu'il y ait aucun contrôle, aucun vote à aucun moment de personne. Enfin, pour moi, on peut, là encore une fois, là, après c'est une question de choix politique. Pour moi, ça me pose énormément de problèmes parce que je vois bien le résultat. Les 2600 milliards, où ils sont passés? Où ils sont passés ces 2600 milliards? Est-ce qu'on les voit est-ce qu'on en voit quelques centaines seulement de millions dans la transition énergétique? Il y a eu des études, franchement, là-dessus. Je ne suis pas un individu isolé, ni un économiste isolé sur cette question-là. Tout le monde ne partage pas mon point de vue, mais je pense que, si vous voulez, sur toute cette question-là, comme sur les autres, pour moi, il y a une crise majeure aujourd'hui de l'Union européenne, une crise de défiance. Une crise de défiance, pourquoi? Justement parce que les gens, encore plus qu'au niveau national, ont l'impression de n'y rien comprendre, que les décisions se prennent totalement en dehors d'eux et qu'ils n'en voient jamais le résultat. Donc, je ne suis justement pas pour dissocier l'économie de la politique. Je pense que c'est la politique qui doit être au poste de commande et que quand on est face à des objectifs comme ceux que nous avons à résoudre, qui sont des objectifs, encore une fois, plus que de société, quasiment de civilisation. L'indépendance de la Banque centrale, franchement, ça pèse pas lourd pour moi à côté. Donc, voilà. Voilà ce que je répondrai sur cette question. La route de la soie. La route de la soie, pour l'instant, si vous voulez, je ne vais pas là discuter du bien fondé ou pas de la proposition chinoise de la route de la soie. Ça mériterait un tout autre débat. Par contre, ce qui est très, très inquiétant, mais si vous voulez, qui se rajoute au fait qu'il n'y ait pas de politique commune dans l'Union européenne, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de réponse commune à la proposition chinoise des routes de la soie. Vous voyez bien, l'Italie a signé un accord. C'est pas le premier, c'est le premier grand pays à signer un accord avec la Chine. Mais cette proposition chinoise, elle mérite d'être discutée. Franchement, elle engage des investissements très importants, puisque là, ça va être des investissements pour les ports de Gênes et de Trieste, pour ce qui concerne l'Italie. Donc, j'ai pas, si vous voulez, a priori, je ne me prononce pas là sur l'intérêt ou pas. Je dis que, au minimum, cette question-là est une question commune de l'Union européenne, les relations avec la Chine en général, et de la route de la soie en particulier. Et ça montre, ça rejoint tout à fait ce que je vous dis, qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de réflexion commune par rapport à la Chine, nous n'avons pas de politique économique commune, nous n'avons pas de politique de transition énergétique commune, alors que nous nous engageons en commun. Alors d'un côté, si vous voulez, nous allons à la COP 21, nous prenons des engagements en commun, donc ça c'est la main droite, et la main gauche, la politique budgétaire, chacun se débrouille dans son coin, mais à condition de respecter les 3%. Donc voilà, ça c'est là il y a quelque chose pour moi, excusez-moi de vous parler aussi franchement, mais là on est, vous voyez, on passe
de l'économie à la politique. Là, on s'exprime, si vous voulez, on échange en tant que citoyen. À partir de, justement, si je vous ai présenté cette analyse des politiques économiques, c'est pour que nous ayons, excusez-moi aussi, du biscuit, voilà, des éléments de discussion. Donc, la route de la soie, elle méritait d'une réflexion au niveau des pays de l'Union européenne, et pas du tout de dire de laisser faire l'Italie, de laisser faire la Hongrie. Voilà, c'est l'illustration en petit, pour l'instant, de ce processus de déliquescence de l'Union européenne, et vous voyez bien que ça mène à la fragmentation, et puis finalement l'Union européenne peut passer totalement à côté de l'histoire, alors que nous avons collectivement, on le voit bien, nous avons, en fait, du fait de notre histoire, si nous faisions un tout petit effort de coopération, nous avons un rôle considérable à jouer dans le monde, parce que franchement, entre Trump, les États-Unis et la Chine, il y a quand même un passage pour faire autre chose. Voilà. Comment ? La route de la soie, c'est un programme massif. Excusez-moi, alors je pensais que... la route de la soie, non, mais vous avez bien fait, il ne faut pas être... Voilà, on croit toujours qu'on sait les trucs, et puis finalement, c'est toujours bon de le préciser. La route de la soie, c'est un projet d'investissement massif sur 25 ans, sur longue durée, de la Chine. C'est une proposition d'investissement qui va relier le continent chinois à l'Union européenne via un certain nombre de pays. Et donc, sur toute cette route, la Chine propose, ou va proposer, des politiques d'investissement à ces pays qu'elle va traverser. Voilà. Donc, ça mérite une réflexion. Vous voyez, attendez, je réponds à la troisième question et après je reviens. Ça mérite une réflexion. Vous voyez, c'est très important, ça. Je veux dire, c'est pas forcé qu'on rejette d'un revers de main la proposition chinoise, mais nous devons l'engager collectivement. Si chacun fait son petit... Comment voulez-vous ensuite, si un certain nombre d'États négocient directement avec la Chine, comment voulez-vous ensuite faire valoir des intérêts communs par rapport à la Chine? Voilà. Ça s'inscrit dans un... Pour moi, ça doit s'inscrire dans un cadre commun. La troisième question... les bénéfices des banques. Bien, là c'est une question extrêmement compliquée, parce que à la fois on ne peut pas dire que la règle que se donnent les banques, ça soit la tricherie organisée. Bien. C'est plus subtil que ça. Il y a de la tricherie organisée. Si vous voulez, je dis, et ça a été démontré parce que quand on prend l'exemple de Lehman Brothers, qui est la banque que l'État américain a laissé faire faillite en 2008. Donc, elle a laissé faire faillite. Ensuite, les comptes de Lehman Brothers ont été décortiqués. Entre parenthèses, quand on a fait faillite, on a mis sur la paille 30 000, c'était la 4e banque américaine, donc 30 ou 40 000 employés. Et donc, on s'est aperçu que là, il y avait de la tricherie systématique organisée, c'est-à-dire une dissimulation, et une demande de dissimulation à son encadrement de la part du président de Lehman Brothers des opérations de la banque. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté de camoufler les comptes. Donc, si vous voulez, les pratiques du système bancaire ne vont pas toujours jusque-là. Je ne veux pas dire tous les dirigeants des systèmes bancaires sont malhonnêtes. Mais ils ont un objectif qui est toujours, et tous les dirigeants bancaires qui sont passés devant les commissions parlementaires nous ont démontrer la même chose, qui est de garantir les intérêts de leur banque sur le moyen et long terme, quitte à faire quelques concessions sur le court terme. Donc ils ont fait quelques concessions sur le court terme, mais quand même, rendez-vous compte de ce que la société a en contrepartie, et ça donne une image de l'ère du temps quand même, a fait. Donc on a sauvé les banques. Ensuite, on a voulu faire
faire la taxation sur les transactions financières, et dans un premier temps, juste après la crise, bon, ils ne pouvaient pas dire autrement, puisqu'ils venaient d'être renfloués par les États, mais cette taxe sur les transactions financières, ce projet qui date de 2012, hein, qui serait financé par les banques, il n'a toujours pas vu le jour. Donc, si vous voulez, après, on traîne. Hein. Pareil, sur la question des paradis fiscaux, c'est une histoire sans fin, quoi. C'est-à-dire qu'on lâche d'un côté et on reprend de l'autre. Il n'y a qu'à voir le procès qui s'est tenu il n'y a pas très longtemps, où la banque suisse, j'oublie son nom là à l'instant, voilà, a été condamnée. Hein, donc on voit bien tout le processus de camouflage, alors sans qu'on puisse toujours dénoter complètement la triche, quoi. On est dans un système où il y a tellement d'opacité que, sans être forcément comment dire, un tricheur, on a les moyens de camoufler toute une série d'opérations, de les passer sous un autre nom, etc. Voilà. Mais ça, si vous voulez, à la fois, c'est révélateur du monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons est un monde financiarisé à outrance. Et c'est bien pour ça, si vous voulez, que là, nous avons, enfin, le monde occidental, les États-Unis et l'Union européenne, nous avons raté cette opération qu'avait réussi Roosevelt dans les années 30, qui était de casser la puissance du système bancaire. Hein, parce que ça nous reviendra à la figure à un moment ou à un autre. Voilà. Il y avait d'autres questions? Oui. Plus fort, si possible. Pour la route de la soie. Oui. Oui, c'est des investissements très... Ce qui montre bien que ce type d'investissement doit s'inscrire dans un cadre commun, de mon point de vue. Oui. Attendez, alors vas-y, encore une ou deux questions si vous en avez. Oui. Moi je voudrais poser une question. Dans la transition écologique, on s'attaque aux conséquences au lieu de s'attaquer à la cause. Parce que moi, un avenir avec les voitures électriques, les éoliennes bidons qui ne marchent pas, les panneaux volcaïques dans toutes nos campagnes qui remplacent les cocolicos, les violettes, etc., moi ça ne me fait pas envie. Pourquoi on ne va pas vers une décroissance? Est-ce qu'on est dans cette mondialisation où tout le monde consomme que l'Europe commence par donner l'exemple? Peut-être après on attirera les États-Unis, la Chine, etc. Non, c'est une vaste question. Elle est très intéressante, sa question. Bien sûr, elle est très intéressante. Je crains simplement dans la réponse de ne pas pouvoir lui accorder toute l'importance qu'elle revêt, parce que là, on est à cheval sur deux sujets, l'Union européenne, l'économie de l'Union européenne et la transition, et une conception de la transition écologique. Mais je vais essayer de dire deux mots quand même. Oui. Oui, vous avez lancé des pistes. Oui. Pour que l'Europe avance en disant de sortir par le haut. Les pistes que vous évoquez sont des pistes qui sont des ententes entre les États, entre les gouvernements. Moi, c'est peut-être un rêve, mais je pense que l'Europe ne pourra avancer que si vraiment les peuples le veulent.
malheureusement, il faut constater une certaine atonie des peuples en ce qui concerne l'intérêt de la cause européenne. Tout simplement parce que les peuples, sans doute à tort, considèrent que la concurrence peut, en l'état actuel des choses, leur convenir. Pour certains peuples, notamment dans les pays de l'Est, qui sont en retard. Je pense que tant que les peuples ne s'emparent pas, les gouvernants n'avancent que quand les peuples les font avancer un peu. Si les peuples ne veulent pas avancer, mais je pense qu'il y a des initiatives quand même. Il y a les ONG, notamment dans le domaine de l'environnement qui se bougent. Même dans le monde agricole, il y a quand même une cohésion. Je regrette qu'au niveau du syndicalisme, il n'y ait pas un véritable syndicalisme européen. D'accord. Bon, on va essayer de... Oui, pardon. Dans les outils, on a réforme un peu enclencher un référendum d'initiative européenne. Jamais les peuples, sauf erreur de ma part, se sont emparés de cet outil. Donc il faut absolument que les peuples fassent bouger les gouvernements. Il ne faut pas attendre les gouvernements. D'accord. Bon, alors, je vais essayer de donner quelques réponses à tout ça. Bon, les États-Unis et la Chine, avec l'échec de l'Union européenne, l'échec actuel, je veux dire au contraire, hein, les États-Unis et la Chine, ça les arrange. Hein. On voit, de toute façon, du point de vue des États-Unis, on le voit bien, c'est clair. Hein, la position de Trump, c'est de démanteler l'Union européenne. Hein. Donc, bien sûr, si l'Union européenne faisait front sur le terrain des politiques communes, ça change la donne. Hein. Donc, et on le voit bien, l'Union européenne, pour lui, c'est quelque chose de... tant qu'elle est bien divisée, ça lui convient totalement. Et à la limite, la Chine, on voit bien que la Chine, elle préfère traiter avec l'Italie sur la route de la soie plutôt qu'avec l'Union européenne. Elle va grignoter des positions comme ça les unes après les autres dans un certain nombre de pays. Et donc c'est ça l'émiettement de l'Union européenne. Et c'est ça qui me fait râler, franchement. Donc voilà ce que je peux dire sur cette question-là. États-Unis et Chine, la situation actuelle leur va parfaitement. Alors sur l'histoire de la transition écologique, je distinguerai deux niveaux. D'abord, la transition et le lien entre transition écologique et activité économique et investissement économique. Et après, j'essaierai de dire deux mots du contenu de la transition écologique. Je dis d'abord que l'investissement, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'investissement dans ce qu'on appelle la transition écologique, pour faire vite, hein, transition énergétique, est une nécessité parce que l'Union européenne, y compris la France, est extrêmement dépendante en termes d'énergie, de gaz ou du pétrole, de l'extérieur. Elle importe ce qui coûte beaucoup et ce qui va coûter de plus en plus. Elle importe beaucoup et elle importe de quelques pays, ce qui la met en position encore plus de fragilité. Par ailleurs, je le répétais tout à l'heure, l'Union européenne s'est engagée dans un certain nombre d'orientations, baisse des gaz à effet de serre, énergie renouvelable, diminution de la consommation d'énergie. Ok. Et donc, pour tenir ces engagements-là, il faut bien réaliser des investissements, et des investissements massifs. Hein, ça a été chiffré par différents organismes d'études. C'est au moins 6 à 700 milliards par an pendant 10 ans. Hein. Donc, c'est une politique d'investissement massif. Et plus nous différons l'entrée dans cette politique de transition énergétique, plus les investissements à réaliser seront lourds, puisque la situation ne fait que se dégrader. Donc, je veux dire, cet engagement dans la voie de la transition énergétique, pour l'instant c'est exprès que je ne vais pas à l'intérieur, elle est bonne parce qu'elle réduit
notre dépendance extérieure, et elle est bonne parce qu'elle crée de l'activité non délocalisable. Hein, donc, ce qui est extrêmement intéressant du point de vue de l'emploi, etc. Bien. Et ça. Alors après, il y a bien sûr, et ça c'est un autre débat que je ne vais pas l'entamer ce soir ici, c'est pas l'objet. Je pourrais, ça serait l'objet d'autres conférences. Je vais juste en dire un mot. C'est vrai que sur la politique de transition énergétique, il y a des débats à avoir. Hein. Il y a des choses qui, de mon point de vue, sont incontestables, et c'est par là qu'on aurait dû commencer, et à ce moment-là, on aurait sans doute évité les gilets jaunes, c'était de rénover massivement les 7 ou 8 millions de passoires thermiques qu'il y a en France, pour ne parler que de la France. Hein. Et on aurait, si on avait donné, si vous voulez, un coût zéro pour la transition énergétique, et donc on pouvait le faire avec les investissements, je veux dire, il y aurait eu une autre perception par les gens qui sont en plus grande difficulté de ce que c'est que la transition énergétique, plutôt que d'augmenter la taxe sur les véhicules. Donc il y a des domaines où c'est incontestable. La rénovation des bâtiments, il faudra bien la mener. Et c'est bien cette diminution de la consommation d'énergie qui est le premier facteur. Avant même le développement des énergies renouvelables, il faut diminuer la consommation d'énergie. Hein. Donc c'est ce secteur-là qui aurait dû être fait en premier, et nous avions les moyens de le faire et de donner une vision extrêmement positive dans l'ensemble de la population de ce qu'est la transition énergétique. Après, je suis d'accord, moi, il y a des tas de choses qui doivent se discuter dans la transition énergétique. Par exemple, la question, dans le choix, dans la loi de transition énergétique française, il y a la diminution de la consommation d'énergie, le développement des énergies renouvelables, et puis il y a la priorité aux véhicules électriques. Ça se discute, hein, beaucoup. Parce que là, vraiment, il y a un débat sur cette question-là, et un débat pas seul, un débat d'experts argumentés, je veux dire, qui montre que le choix du véhicule électrique, sur le plan écologique, c'est pas top. Hein, donc d'accord, ça n'émet pas de consommation de gaz à effet de serre, mais ça consomme quand même de l'électricité, et puis surtout les batteries, il faut les construire les batteries, il faut les recycler les batteries, avec des métaux rares qu'on ne saura pas trouver forcément au cours du temps, enfin voilà. Donc je suis d'accord, hein, donc c'est pour ça que donc je ne veux pas m'appesantir plus sur cette question-là, puisque c'est pas vraiment le thème à l'ordre du jour. Ce que je veux dire simplement, c'est que il y a un certain nombre de points qui méritent débat dans la transition énergétique, et donc ça il faut en discuter, mais les investissements, il y a un certain nombre d'investissements qui sont incontestables, et que ces investissements, plus on attend, moins c'est une bonne chose, plus c'est une mauvaise chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il faut les faire très vite, et plus nous les faisons en commun, plus ils seront réalisés, et que je veux dire, il n'y a pas photo pour moi entre réaliser des investissements massifs dans ce domaine-là et le respect d'une règle comptable. Quand nos petits-enfants regarderont ça dans 50 ou 60 ans, ils diront mais franchement, on ne fait pas les investissements dans la transition énergétique parce qu'il faut respecter 3% de déficit public. Mais c'est fou. À une période de l'histoire où nous sommes capables d'emprunter à quasiment 0%. C'est une occasion qui ne se représentera jamais. C'est ça qui me fait râler en tant qu'économiste et citoyen. Alors, il y avait une autre question. Mais excusez-moi, la décroissance, vous en parlez toujours pas? Non, je n'en parle pas. Non, mais ok. Mais encore une fois, mais si, j'en parle. Quand je dis sur la transition énergétique, quand je dis qu'il y a débat, j'inclus cette question-là. Mais bien sûr, la diminution de la consommation énergétique, la diminution de la consommation d'énergie, c'est bien déjà de la décroissance, ça. La décroissance, ça veut dire tout et rien. Il y a des activités qui vont continuer à augmenter. Est-ce que les services de santé, ils vont être en décroissance? Est-ce que la dépendance, elle va être en décroissance? Mais non. Donc la décroissance, comme terme générique, je me bats contre. Mais je ne suis pas contre la décroissance de notre consommation alimentaire. Je suis bien sûr d'accord avec ça. Hein. Donc c'est un débat qu'il faut avoir à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on met dans la politique de transition énergétique? Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis il y a un investissement sur la transition énergétique
dont le contenu se discute, mais l'investissement dans un certain nombre de domaines, il est absolument nécessaire. Et notamment parce que celui-là, il est incontestable, de la rénovation des bâtiments. Celui-là, on ne pourra pas y échapper, il est massif. Alors, le point, la sortie par le haut, par le bas, etc. C'est aussi une question extrêmement difficile, ça, à répondre. Moi, si vous voulez, je pense que c'est une question d'interaction. Dans l'état actuel des choses, il y a des initiatives de la base de l'Union européenne, comme vous l'avez, je ne sais plus qui, oui, les ONG, etc., qui avancent sur les questions qui font des propositions sur les questions du climat, sur les questions des migrations, etc. Donc il y a une floraison de propositions déjà sur la base. Mais, d'accord, ça reste partiel, mais n'empêche que ça agite un petit peu le débat public. Mais moi je pense que s'il n'y a pas, à un moment donné, des gestes forts au niveau des gouvernements ou des parlements, je pense qu'on restera dans la situation actuelle. Si vous voulez, je pense que les avancées de l'Union européenne se construisent en interaction. Plus les gouvernements ou le Parlement européen, les parlements nationaux, s'ils sont à un moment donné mis dans le coup, avanceront des politiques communes, des propositions de politiques communes, plus ça donnera envie aux citoyens européens de s'inscrire dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, quelle envie peut-on avoir de s'inscrire dans une dynamique qui est une dynamique régressive ? On le voit bien, aujourd'hui, les seules dynamiques à l'œuvre dans l'Union européenne, c'est les dynamiques identitaires et nationalistes. Donc, c'est-à-dire la désagrégation de l'Union européenne. Donc, il faut, à un moment donné, des gestes forts pour que la société civile, disons, s'inscrive dans une dynamique positive. Il faut des gestes forts, c'est-à-dire... Et donc, il y a des domaines, je parle des politiques sociales, fiscales, et notamment de la politique d'investissement dans la transition. Si déjà sur ce terrain-là, un certain nombre d'États disaient « on inverse la dynamique actuelle, on inverse la vapeur et on s'inscrit dans une dynamique positive d'investissement et de convergence sociale et fiscale », alors là, je pense que la société civile se met en branle. Vous voyez ? Parce que... Et ça redonne du sens, ça redonne du courage. Aujourd'hui, quel courage, franchement. Aujourd'hui, quel courage. Voilà, c'est-à-dire, on voit bien les têtes qui ressortent, Salvini, Orban, ça donne envie, ça ? Non, ça donne on voit bien qu'on est dans une là, on est dans une régression qui est très menaçante, qui est même presque angoissante. Donc moi, je crois que il faut des gestes forts. Et je rejoins ce que je disais tout à l'heure, mais ça c'est ma position personnelle, comme je ne pense pas que quelle que soit la majorité du nouveau Parlement européen, que je ne pense pas qu'à 27, nous soyons capables d'inverser la vapeur en termes de, par exemple, les trois domaines que je disais, qui me semblent indispensables, parce qu'elles font à ce moment-là effet de masse, convergence fiscale, convergence sociale et politique de transition énergétique commune. Si sur ces trois domaines-là, je ne vois pas 27 États aujourd'hui, tels qu'ils sont travaillés de l'intérieur, s'inscrire dans une dynamique. Donc c'est pour ça que je dis, faisons-le à quelques-uns, et si ça marche, nous entraînerons les autres. Il faut bien sortir de cette espèce d'imbroglio négatif. Voilà, c'est tout. Hein. C'est une espèce de porte de sortie parce que je n'en vois pas à 27. On a encore... Alors, attends, oui, vas-y. Le tandem France-Allemagne ne marche plus. Il y a ça. Oui. Alors, je vais en parler un peu. Et donc, il y avait une autre question. Encore faudrait-il que quelqu'un fasse des propositions. Voilà. Pour l'instant, je n'ai vu que les propositions de Macron. Mais attention, celle-là, moi
j'ai pas de... Après, la mise en œuvre, etc., ça peut se discuter, mais le discours qu'il a fait à la Sorbonne, au moins, il avait le mérite d'avancer des propositions. Il les a fait au niveau zone euro. Bon, ça n'a pas eu de succès, parce que je pense que la zone euro est encore beaucoup trop vaste. C'est pas parce qu'on a une monnaie commune que nous avons forcément des intérêts communs. Il y a dans la zone euro actuelle, il y a aussi pas mal de pays de l'Est, etc. Mon idée, c'est, encore une fois, c'est pas d'exclure a priori les pays de l'Est, mais nous ne construisons... On voit bien qu'aujourd'hui, nos intérêts en matière notamment convergence fiscale et sociale sont antinomiques. Donc, il ne s'agit pas de les exclure, il s'agit de montrer qu'en avançant à plusieurs, on crée une dynamique positive auquel les autres vont se rejoindre. Mais il faut la faire, cette proposition-là. De dire à quelques États, nous avançons. Moi, je ne vois personne la faire. Personne la faire. À part peut-être, si je l'ai retrouvé vaguement, parce que je fouille dans la proposition, vous savez, de l'ancien ministre des Finances grec, qui a démissionné au moment du... Voilà. Il a fait cette proposition. Piketty l'a faite, mais Piketty, c'est pas un homme politique. Donc, dans les forces politiques, je sais pas, je crois qu'il conduit une liste, ce ministre des Finances. Je vois qu'il a repris cette idée d'avancer à quelques États membres. Mais là, je veux dire que c'est pas gagné non plus. Parce que nous sommes dans un tel état de décomposition avancée. Non, mais c'est vrai. Mais ça ne me réjouit pas de dire ça. Hein, que aujourd'hui, cette proposition-là, par exemple, qu'a formulée Piketty, parce qu'il a une certaine notoriété, elle n'est même pas reprise dans le débat. Oui, ça veut dire qu'on accepte de fait l'idée que l'Union européenne va se liquéfier. De fait. Alors... Oui, alors, là c'est toujours une affaire très complexe. Il faut faire attention quand on discute de choses comme ça, de ne pas faire trop parler son inconscient collectif. Moi je suis un Français, donc c'est toujours très... à la limite c'est très facile, sans qu'on s'en aperçoive, de dire... c'est l'Allemagne qui a tort. Non. Hein, non, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais vous voyez. Donc, comment dire? Il y a aujourd'hui... alors, je vais dire deux choses. Il y a d'abord un positionnement économique de l'Allemagne qui lui permet, à la limite, encore quelque temps, de pouvoir se passer de l'Europe. C'est quasiment le seul pays. Pourquoi? Je vous donne juste un chiffre, mais j'ai dû vous le donner peut-être déjà, je ne sais plus, parce que comme je fais des... l'Allemagne, les exportations allemandes représentent 50% de son PIB. Nous, 30%. Et les deux premiers clients de l'Allemagne aujourd'hui, c'est la Chine et les États-Unis. C'est-à-dire que l'Allemagne est positionnée, et en position avantageuse, sur ces deux marchés. Et vous voyez bien que sur un certain nombre de points de gestion quotidiens, on retrouve l'idée que l'Allemagne ne veut pas se fâcher avec ni les États-Unis, ni la Chine, parce qu'elle veut garantir ses débouchés. Donc ça, c'est un fait objectif, c'est une difficulté. Mais en même temps, je dis de l'autre côté, l'Allemagne est quand même, elle a quand même montré au fil de l'histoire, elle est attachée à la construction européenne. Je le pense. Je peux me tromper, je le pense. Donc, si vous voulez, il faut la convaincre. Elle n'a pas été très... elle n'a pas sauté au plafond devant la proposition de Macron sur la zone euro. Mais elle ne lui a pas claqué la porte à la figure non plus.
Donc la preuve, c'est qu'il y a au moins une ligne budgétaire dans le nouveau budget qui est prévu. Alors, regardez quand même le traité d'Aix-la-Chapelle. Alors, là aussi, il faudrait être plus long, il y a du positif et du négatif. Le traité d'Aix-la-Chapelle, là, qui a été signé au mois de janvier, d'ailleurs, vous voyez, là aussi, tout ça, c'est quand même problématique, quand même, que des questions comme ça, avec une assemblée parlementaire commune, 50 parlementaires français, 50 parlementaires allemands, qui va se réunir au moins 2 fois par an. Je suis sûr que vous n'êtes pas au courant. Bon, et ben c'est le traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé. Le premier traité d'Aix-la-Chapelle, c'était de Gaulle à Adenauer, je ne sais plus, en 61 ou 62. Et donc, pour fêter je ne sais pas combien d'anniversaires de ce traité, il y a eu un nouveau traité d'Aix-la-Chapelle en janvier dernier, qui a renforcé la coopération franco-allemande sur un certain nombre de terrains. Donc, vous voyez, l'Allemagne, elle n'est pas non plus, elle n'est pas décrochée complètement. Attendez, donc, si nous lui faisons... Moi, je ne veux pas non plus... Enfin, ça, c'est mon idée. Quand je dis cette proposition d'avancer à quelques États membres, je ne veux pas que ça soit non plus seulement avec l'Allemagne. Hein, je pense qu'il faut absolument, si on veut initier un tel processus de coopération renforcée, il faut qu'il y ait d'autres États. Je pense, pour que ça fasse sens, il faut au moins qu'il y ait l'Italie et l'Espagne. Pour qu'il y ait un bloc, voilà, ces 4 économies-là, ça fait 60%, 70% du PIB de l'Union. Donc, vous voyez, oui. Donc, là, c'est une force motrice. Il ne suffit pas d'être très nombreux, mais voilà, il y aurait un impôt sur les sociétés communs, un impôt sur les patrimoines communs, et puis, on fait la transition, déjà, des investissements de transition avec ces 4 pays-là, ça changerait la donne. Donc, voilà, c'est ça, moi, à quoi je... Et puis après, les autres, voyant que ça marche, et on leur ferme pas la porte. Celui qui veut, il vient. Mais à condition qu'il ait l'impôt sur les sociétés harmonisé, qu'il s'engage dans la convergence sociale, etc. Voilà. Bien sûr, mais je ne vous dis pas que tout ça va être gagné d'avance. Parce que dans un premier temps, si vous voulez, ce qui serait en question dans un premier temps, la base arrière, ok, mais le système social allemand, il n'est pas très loin du système français. Hein. Un peu en dessous, mais pas beaucoup. L'impôt sur les sociétés, il n'est pas très loin non plus. Donc, si vous voulez, on a quand même, c'est quand même entre ces États-là que les choses sont les moins éloignées, hein, ceux que je viens de citer. Donc, si vous voulez, c'est quand même... Et puis, il y a quelque part, une attente d'autre chose. Regardez quand même, c'est vous qui me posiez la question sur l'Allemagne, pour vous montrer que les positions ne sont pas figées. Il y a eu ce traité d'Aix-la-Chapelle, il y a eu cette décision politique commune de construire, alors je sais bien que ça ne va pas plaire à notre ami, là, c'est juste un exemple, hein, de construire une filière de batteries électriques. Hein, vous l'avez vu? Non, mais bon, d'accord, ça pose problème. Là, c'est un autre sujet. Hein, mais vous voyez comme quoi elle n'est pas... Vous voyez, il y a eu le projet d'accord Siemens-Alstom. Bon, c'est la Commission, c'est pas l'Allemagne qui avait refusé. Donc, non, je pense qu'il y a des bases. Mais si vous trouvez, vous, un autre moyen de relancer la construction européenne, parce que... Si vous voulez, moi, le raisonnement que je me fais, j'ai déjà tenu devant vous, là, je vous livre ma pensée très profonde, c'est que je ne vois pas aujourd'hui la France sortir de l'Europe. Je ne vois pas. Franchement, je ne le vois pas. À travers tout ce que j'analyse, je ne le vois. Peut-être dans les années 80, c'était encore possible. Aujourd'hui, non. Je ne le pense pas. Et donc, il faut bien, si cette voie est bouchée,
il faut bien renforcer l'Union européenne d'une manière ou d'une autre. Et puis que pèserait la France dans une négociation avec les États-Unis ou avec la Chine? Donc, il faut donc... Et le moyen que j'ai de renforcer l'Union européenne, je ne le vois que par une coopération renforcée qui démarre entre quelques États qui ont, à un moment donné, des choses en commun et qui peuvent entraîner les autres. Voilà le raisonnement. Oui, vas-y. Non, attends. Ah, il faut que j'arrête. Ça, c'est le signe.